7 victoires en 2024, 8 podiums, 7 pole positions et leader des 2 championnats pilotes et constructeurs. On pourrait croire que cette saison 2024 pour Red Bull se passe à merveille et pourtant l'écurie est en train de s'écrouler petit à petit. Entre le manque de performance, le manque de développement, les tensions en interne, les clashs médiatiques et surtout au final le flou qui règne sur cette équipe, on va revoir aujourd'hui pourquoi la saison 2024 ne se passe pas du tout comme Christian Horner pouvait l'espérer. Mais vous allez voir qu'au final, tout le monde pense que les problèmes ne viennent que d'une seule personne, mais c'est toute l'écurie entière qui est en train de se décomposer petit à petit. Christian Horner, visé par une enquête interne. Oh, Sergio Pérez, que la situation est difficile pour lui. Alors les problèmes de Red Bull remontent dès le début de l'année 2024. Avant même le début de la saison et des essais hivernaux, Red Bull est visé par une polémique. Christian Horner est accusé par son assistante d'avoir eu un comportement sexuellement transgressif. L'affaire apparaît dans les médias, une enquête en interne est menée et on va en entendre parler pendant quasiment un mois. Au final, Christian Horner a été blanchi par cette enquête interne. Les résultats de l'enquête tombent avant le début de la saison, mais autant vous dire que ça met directement une guerre froide en interne, créant 2 clans, le clan Horner-Red Bull et le clan Verstappen. Pour ceux qui se souviennent, l'histoire s'est réglée dans les médias à base de chantage, de menaces et de coups de pression. Au final, Christian Horner a été blanchi de cette affaire par l'enquête menée en interne par Red Bull et depuis, on n'a plus réellement eu d'informations. Très récemment, on a appris que la victime avait fait appel et que cet appel avait été rejeté par manque de preuves, mais on n'avait pas réellement eu d'autres informations sur cette enquête. Malgré cette guerre en interne et les tensions au début de saison, et d'un point de vue sportif, ça se passe quand même très bien pour Red Bull. 3 doublés en 4 courses, 3 victoires et un petit abandon pour Verstappen. On est sur 5 victoires en 7 courses et surtout 7 pole positions en 7 courses pour Max Verstappen. Comme prévu, la saison commence comme on l'imaginait avec une Red Bull totalement dominante et un duo qui performe très bien. Dès les premières courses, on se dit tout de suite, la saison est pliée, Red Bull a déjà tout gagné et la saison va être ennuyante au possible et pourtant ça a très vite basculé. On arrive au 1er mai et la première fissure du projet Red Bull apparaît. On apprend que Adrian Newey, directeur technique de Red Bull depuis 18 ans, va quitter l'équipe à la fin de la saison. Il s'agit d'un cadre et quand je vous dis un cadre, c'est une personne extrêmement importante du projet. Cette annonce, elle est un petit peu surprenante au vu des déclarations de Max Verstappen au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il avait expliqué que si l'un des cadres de l'écurie, donc Christian Horner, Helmut Marko ou Adrian Newey, venait à quitter l'équipe, il n'hésiterait pas à en faire de même. Et du coup, avec le départ de Adrian Newey, on comprend que déjà Red Bull va perdre un de ses piliers primordiaux dans son succès en Formule 1. Pour ceux qui se rendent pas bien compte, Adrian Newey est là depuis 18 ans, soit 2006, et il a participé à tous les succès de Red Bull. C'est 7 titres pilotes, 6 titres constructeurs, 277 podiums, 120 victoires et 103 pole positions. Adrian Newey a été à l'origine de toutes les voitures championnes du monde et toutes les voitures qui ont dominé pour Red Bull tout simplement. Et à 2 ans d'un changement de réglementation majeur, aussi bien sur les moteurs que sur l'aérodynamisme des voitures, le départ d'Adrian Newey va être un énorme vide à combler pour Red Bull. Alors, logiquement, ça devrait être Pierre Vacher, qui travaille aux côtés d'Adrian Newey depuis 2018, qui va prendre sa place. Mais ce départ risque fortement de fragiliser l'avenir de l'écurie, surtout d'un point de vue performance sur la piste. Pour ceux qui se demandent pour Adrian Newey, petite info, normalement, dans les prochains mois, prochaines semaines, il va être annoncé du coup chez Aston Martin. Il devrait rejoindre le projet de Lawrence Stroll. Voilà, c'est la petite info. Depuis cette annonce, personnellement, je pense qu'il n'y a absolument aucun lien, mais la Red Bull performe de moins en moins bien. Ou en tout cas, s'est grandement fait rattraper par ses concurrents et a de plus en plus de mal à performer sur la piste. Certains vous diront que c'est parce qu'ils ne travaillent plus sur le projet de la Red Bull en 2024. Moi, je pense que c'est surtout lié à la deuxième partie de cette vidéo, mais force est d'admettre, la Red Bull aujourd'hui ne performe plus comme en début de saison. On est très loin d'une domination. Au final, Red Bull n'a même plus la meilleure voiture. La saison avance, les performances commencent à chuter et la deuxième fissure très importante apparaît pour l'avenir de cette équipe, c'est le départ de Jonathan Wesley, le directeur sportif de l'écurie autrichienne depuis 2006. Jonathan Wesley, peut-être que son nom ne vous dit rien, mais en tout cas, c'est une personne extrêmement importante dans le succès de Red Bull. Il va rejoindre le projet Audi à partir de 2026 pour devenir le team principal de la marque allemande. Mais si vous vous souvenez bien et que vous tendez l'oreille, Jonathan Wesley, vous connaissez très bien sa voix parce qu'il est à l'origine de nombreuses team radio très connues sur la saison 2021. We would drop you back behind Hamilton.
registered. That is my offer. Yeah, we'll accept that. We understand the order will be Ocon, Hamilton, Verstappen. That is correct. Bon, vous devez vous dire, au final, c'est juste un directeur sportif, c'est pas si grave, son rôle va être facile à remplacer. Non, non, non. Laissez-moi vous donner quelques détails sur la carrière de Jonathan Wesley. De 1991 à 2006, Jonathan Wesley va travailler à Enstone, donc chez Benetton puis chez Renault, en tant que chef mécanicien. Il va gagner 2 titres au final, avec Renault, constructeur, et avec Fernando Alonso pour le classement pilote. Et en 2006, Jonathan Wesley va donc rejoindre l'écurie Red Bull Racing pour devenir le directeur sportif de cette équipe. Et là, vous devez vous dire, mais du coup, Hydro, qu'est-ce qu'il fait chez Red Bull? Jonathan Wesley, en tant que directeur sportif de chez Red Bull, c'est lui qui s'assure que Red Bull respecte à la lettre le règlement sportif, à pas confondre avec le règlement technique de la FIA. C'est lui qui gère toutes les communications entre Red Bull et la FIA, et il est surtout en charge de l'équipe de pit stop de chez Red Bull. On rappelle, pendant très longtemps, Red Bull a détenu le record du monde de pit stop. Ça reste encore aujourd'hui l'une des écuries les plus efficaces en termes d'arrêt au stand. Donc toute la bonne organisation, toute l'efficacité, toute la rapidité dans la mise en œuvre et le déroulé d'un week-end, c'est Jonathan Wesley qui gère ça chez Red Bull. Donc autant vous dire que la personne qui va le remplacer va avoir beaucoup de travail. Vous l'avez donc compris, à la fin de la saison 2024, Red Bull va perdre 2 membres extrêmement importants de son équipe sur la partie technique et sur la partie exécutive / sportive. Ça va être 2 profils très compliqués à remplacer à l'avenir. Et il y a un 3e profil qui, à mon goût, devrait partir, mais cette fois-ci pour le positif de l'écurie, c'est Sergio Pérez. Je vais rien vous apprendre si vous suivez la saison 2024 de Formule 1, mais oui, aujourd'hui, Sergio Pérez pose problème chez Red Bull. En manque de rythme, en manque de confiance, c'est un pilote qui ne performe plus dans une écurie de pointe. En plus des contre-performances et des très mauvais résultats, l'un des gros problèmes avec Sergio Pérez, c'est les accidents à répétition. Et c'est surtout le billet que Red Bull est en train de lâcher en réparation, parce que oui, aujourd'hui, à la mi-saison, les dégâts estimés pour Sergio Pérez à lui seul sont à 3,6 millions d'euros. Vous devez vous dire, bon, 3,6 millions d'euros pour Red Bull, au final, c'est pas grand-chose. N'oubliez pas qu'on a le budget cap, que les dépenses sont limitées désormais, et ces 3 millions d'euros de réparation de pièces à reconstruire pour la voiture de Sergio Pérez, c'est 3 millions d'euros qu'on ne peut pas mettre dans le développement de la Red Bull. Vous comprenez bien que, en fait, en plus de ne pas performer, Pérez est en train de tirer vers le bas, Red Bull est en train d'empêcher Red Bull de se développer et de rattraper le retard qu'ils sont en train d'accumuler sur la piste. On va prendre le temps rapidement de refaire un point sur les performances et les résultats de ce début, de cette première partie de saison 2024 de Sergio Pérez. Depuis le début de la saison 2024, on a eu 14 Grands Prix. Sur ces 14 Grands Prix en qualification, Sergio Pérez s'est fait éliminer 4 fois en Q1 avec la meilleure voiture. Sergio Pérez s'est fait éliminer en Q2 une fois et a été en dehors du top 5 2 fois depuis le début de la saison. Sur 14 courses, Pérez a été en dehors du top 5 le samedi après-midi, une course sur 2, qui avec la meilleure voiture est extrêmement inquiétant. Alors vous allez vous dire, peut-être qu'au final Pérez n'est juste pas un pilote de qualification et performe mieux en course. Et pas vraiment, parce que sur 14 courses, on a toujours 0 victoire pour Sergio Pérez. On a eu 3 podiums pour le pilote mexicain sur les 14 courses, et sur les 8 derniers Grands Prix, Pérez n'a plus terminé dans le top 5. Histoire d'enfoncer le clou un tout petit peu, on fait le face-à-face avec Verstappen, 14-0 en séance de qualification, 13-1 en course parce que Max Verstappen a abandonné lors du Grand Prix d'Australie. Bref, je vais pas aller plus loin, vous l'avez compris, aujourd'hui, Pérez est un poids pour l'écurie Red Bull. Alors vous allez me dire dans les commentaires, oui mais Hydro, t'abuses, la Red Bull n'est plus aussi performante qu'en 2023. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Le problème de Pérez, c'est son manque d'efficacité. On prend le dernier Grand Prix avant la pause estivale. Comment vous expliquer que Sergio Pérez, qui part en première ligne, deuxième, derrière Charles Leclerc, la Ferrari est largement moins rapide que la Red Bull actuellement. Comment on explique que Sergio Pérez, partant en première ligne, termine le Grand Prix 8e, en 8e position, derrière absolument tous les pilotes des top teams? Et puis un autre problème que je viens d'évoquer, c'est pas forcément les résultats, mais c'est surtout les accidents à répétition en plus. Rappelez-vous sur ces dernières courses, l'accident par exemple au premier tour à Monaco, où la Red Bull est pulvérisée. On a la sortie de piste sous la pluie au Canada, où pareil, le train arrière de la monoplace est atomisé. On a la sortie de piste à Silverstone qui le fait éliminer en Q1. On a l'accident en Q2 en Hongrie. Bref, Pérez ne s'en sort absolument pas, et du coup, on arrive à la question, pourquoi Pérez ne s'est pas encore fait virer? On a eu des pilotes se faire remplacer pour bien moins que ça. Gasly, Albon, on pense à vous. Alors pour moi, si Pérez n'est pas
encore viré de chez Red Bull, c'est qu'il y a 3 raisons principales qui empêchent Red Bull de virer Sergio Pérez. Pour moi, la première raison, déjà, c'est l'aspect financier. Parce que oui, la Formule 1 est un business au final. Et grâce à Sergio Pérez, Red Bull a pu capitaliser sur le marché américain et surtout sud-américain. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, Red Bull a totalement explosé au Mexique et dans les pays voisins. On le voit même sur les Grands Prix. Aujourd'hui, on a de plus en plus de fans de Sergio Pérez qui font les déplacements, qui achètent du merch. Bref, il y a un aspect financier qui, si vous virez Sergio Pérez, n'existera plus. Et forcément, Red Bull doit se soucier de cet aspect-là. Le deuxième argument pour moi, c'est la politique. On a appris très récemment, alors ça a été soi-disant démenti par Helmut Marko, j'y crois moyen, Liberty Media aurait demandé à Red Bull de ne pas virer Sergio Pérez avant le Grand Prix du Mexique. Par peur déjà de 1, de ne pas vendre les billets ou de ne pas avoir assez de spectateurs. De 2, par peur d'avoir des émeutes ou avoir un risque, un danger lors du Grand Prix du Mexique. Et surtout, au final, si Sergio Pérez n'est plus sur la grille pour le Grand Prix du Mexique, on perd littéralement la star nationale, on perd toutes les activités qui vont autour et toute la hype qui est créée par la Formule 1 en Amérique du Sud. Et la troisième raison de pourquoi Sergio Pérez ne se fait pas virer, et ça va être la troisième partie de cette vidéo, c'est au final qui pourrait remplacer Sergio Pérez aujourd'hui, qui aurait le profil le plus adapté pour soit finir la saison 2024, soit prendre sa place en 2025. Vous allez voir qu'au final, c'est pas si facile. Aujourd'hui, Red Bull se retrouve dans une situation très particulière, même quasiment inédite, qu'on n'a jamais vu en Formule 1, c'est que l'écurie dispose plus de pilotes que de baquets disponibles sur la grille. Aujourd'hui, Red Bull a 6 pilotes sous contrat qu'elle aimerait placer en Formule 1 et seulement 2 écuries, donc 4 baquets, vous l'avez compris. Si on résume la situation actuellement, on a donc Max Verstappen et Sergio Pérez qui sont contractuellement chez Red Bull. On a Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo qui sont contractuellement chez VCARB, Visa Cash App Racing Bulls. Et derrière, on a Liam Lawson et Isaac Hadjar qui toquent à la porte et qu'il va falloir absolument placer dans les prochaines années, sinon ils vont tout simplement se retrouver sans baquet et risquent potentiellement de quitter l'académie Red Bull. Alors on va être 100% honnête, sur ces 6 pilotes, il y en a 2 déjà qui ont entre guillemets leurs fesses au chaud. C'est Verstappen chez Red Bull, on se doute bien que Verstappen ne va pas partir pour l'instant, et Yuki Tsunoda chez VCARB qui a prolongé cette année pour la saison 2025. Donc ça nous laisse 4 pilotes à placer dans 2 baquets et on va essayer de voir au final parmi ces 4 pilotes lequel a le meilleur profil pour remplacer Sergio Pérez. Bon, on commence par Ricciardo. De retour en 2023, Daniel Ricciardo avait pour objectif de rejoindre Red Bull en 2025 et comptait se servir de la saison 2024 pour retrouver un petit peu de performance et prouver qu'il était toujours le pilote qu'on a connu aux côtés de Max Verstappen. Mauvaise nouvelle, Ricciardo, il est très loin du niveau que Red Bull attendait. Ricciardo n'est absolument pas en capacité aujourd'hui de revenir chez Red Bull. Il est maltraité par Yuki Tsunoda. Il n'assume absolument pas son statut de leader chez VCARB. Et aujourd'hui, Daniel Ricciardo pose un problème pour Red Bull. Que vous l'aimiez ou non, Ricciardo aujourd'hui est dans l'écurie qui est censée former les pilotes de demain alors que c'est l'un des pilotes les plus âgés de la grille. C'est pas moi qui le dis, c'est Helmut Marko. Il l'a expliqué en interview sur la première partie de saison qu'il allait falloir trouver une solution avec Daniel Ricciardo parce qu'aujourd'hui, il occupait un baquet qui était destiné soit à Liam Lawson, soit à Isaac Hadjar, soit à un jeune pilote que Red Bull aimerait former. Face à lui, on a un Yuki Tsunoda au top de sa forme. Je pense qu'actuellement, Yuki Tsunoda n'a jamais été aussi performant en Formule 1. C'est sûrement pour ça qu'il a prolongé pour 2025 chez VCARB. Alors la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi on ne met pas Yuki Tsunoda chez Red Bull? Il performe, il mérite littéralement d'avoir une chance dans l'écurie grande sœur. Pour moi, il y a 2 raisons. La première, c'est que mettre Yuki Tsunoda chez Red Bull, ça voudrait dire laisser l'écurie VCARB sans leader, sans pilote numéro 1 qui peut performer et porter l'équipe à bout de bras comme le fait Tsunoda en 2024. La deuxième, c'est que je ne pense pas, ce n'est que mon avis, mais je ne pense pas que Yuki Tsunoda ait le comportement, le caractère, la mentalité à être un numéro 2. Je vois très mal Yuki Tsunoda se faire péter par Verstappen et ne rien dire. Je vois très mal Tsunoda accepter d'être en difficulté. On connaît son caractère à la radio. Bref, je pense que là-dessus, on sera tous d'accord que Tsunoda chez Red Bull, si ça se passe mal, ça risque de faire des étincelles. Donc au final, avec son caractère, Tsunoda, je trouve qu'il est un peu bloqué à être dans le rôle que Gasly avait il y a quelques années, c'est-à-dire leader de l'écurie petite sœur. Et donc on garde Verstappen chez Red Bull, on garde Tsunoda chez VCARB, et il nous reste Liam Lawson et Isaac Hadjar. Liam Lawson, on le voit absolument tous les week-ends dans le garage de Visa Cash App Racing Bulls. Il est présent aux meetings, aux analyses de data, il est présent avec l'équipe, il est de partout. Il est partout sauf dans un baquet. Si vous vous souvenez pas, l'année dernière, Liam Lawson, il avait fait 5 courses et il avait été extrêmement performant. Quand Daniel Ricciardo s'était cassé le poignet, rapidité, adaptation, il avait absolument tout ce qu'il fallait pour être un très bon remplaçant. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, il passe tous ses week-ends dans le garage Visa Cash App Racing Bulls, donc moi j'ai aucun doute sur le temps d'adaptation et le fait qu'il pourrait être directement au niveau de Tsunoda et pouvoir essayer de ramener des gros points pour l'écurie. La question c'est, est-ce que vous metteriez Liam Lawson chez Racing Bulls ou chez Red Bull? Est-ce qu'on le met aux côtés de Tsunoda pour continuer son apprentissage et le former, ou est-ce qu'on le met aux côtés de Max Verstappen pour avoir un pilote qui ne dérange pas et qu'on peut former directement au plus haut niveau? Si vous ne le saviez pas, Helmut Marko l'a précisé, mais il y a une clause dans le contrat de Liam Lawson qui stipule que si Red Bull ne place pas Lawson dans une de ses voitures, en 2025, il aura l'autorisation d'aller chercher un baquet en dehors de l'académie Red Bull. Est-ce qu'on pourrait penser à Alpine? Est-ce qu'on penserait à Kik, Audi? Je vous laisse me dire dans les commentaires vos théories. En tout cas, Helmut Marko l'a promis, Liam Lawson doit être sur la grille en 2025. Et s'il va pas chez VCarb, eh ben ça laisse une route arc-en-ciel pour Isack Hadjar, actuellement leader du championnat de Formule 2. Isack Hadjar, pour moi, semble être le pilote le plus prêt au final à rouler en Formule 1. Il a fait des free practice avec Red Bull. Il domine son championnat sans aucune erreur, avec une maîtrise totale. Il est dans les petits papiers de Helmut Marko et depuis si longtemps, on entend Red Bull nous parler de Isack en Formule 1 que je ne vois que Racing Bulls pour Isack Hadjar. Je vais vous donner mon avis de ce que je ferais si j'étais à la place de Red Bull. C'est une idée qui ne fonctionne peut-être pas, mais je me base entre guillemets sur les performances. Sorry not sorry, je dégagerai Sergio Perez. Voilà, je suis désolé, aujourd'hui, il tire Red Bull vers le bas, il n'y a aucune raison de le garder. Je mettrai Daniel Ricciardo chez Red Bull pour la fin de la saison 2024, afin de voir si dans une top team, Daniel Ricciardo retrouve peut-être un petit peu de ses couleurs aux côtés de Max Verstappen, et je mettrai Liam Lawson aux côtés de Yuki Tsunoda pour la fin de saison 2024. Arrivé en 2025, on fait le point sur les performances de Ricciardo. Est-ce que Ricciardo mérite de rester pour la saison complète chez Red Bull? Si c'est le cas, alors on le laisse. Si c'est pas le cas, on le dégage. On pourrait mettre Yuki Tsunoda ou Liam Lawson aux côtés de Verstappen, avoir la préférence de Christian Horner et d'Helmut Marko, et ça laisserait donc une place pour Isack Hadjar chez VCarb. Mais vous fumez, monsieur. Oui, le théorème est totalement imaginaire, très difficile à imaginer. C'est à peu près le seul jeu des chaises musicales qui pourrait fonctionner chez Red Bull. Vous l'avez bien compris, de toute façon, Red Bull aujourd'hui a énormément de problèmes à gérer. Les pilotes, les transferts, l'aspect financier, le développement de sa voiture, les performances, les tensions en interne, les départs, bref, c'est très compliqué. Pour finir cette vidéo, sachez que Helmut Marko a annoncé très récemment, avant de partir en vacances, que Red Bull ne se séparera pas de Sergio Perez après la pause estivale. Helmut Marko a dit, je cite, qu'on arrive sur des circuits où Sergio Perez a performé par le passé, je pense qu'il faisait référence à Bakou, et donc Red Bull va garder Perez, soi-disant, jusqu'à la fin de la saison. Reste à voir maintenant comment ça va se passer. Est-ce que Red Bull est en danger pour perdre le titre constructeur ou voire même peut-être le titre pilote? Je vous laisse me dire dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile pour résumer un petit peu la première partie de saison 2024 de Red Bull, qui est honnêtement très loin de ce qu'on imaginait en février. Voilà, moi je m'attendais pas du tout à ça. J'ai vraiment hâte de voir comment Red Bull va remplacer les départs, comment Red Bull va gérer cette deuxième partie de saison et surtout comment Red Bull va gérer les contrats de tous ses pilotes. J'ai hâte aussi de lire vos commentaires et de voir un petit peu votre avis sur la situation de Red Bull en 2024. Est-ce que vous êtes inquiet pour Red Bull ou non? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.